Bonjour à tous. Merci beaucoup. Wow. Non, je crie trop fort. J'ai pas l'habitude d'avoir un micro de compète. Donc, merci beaucoup. Merci de venir aujourd'hui pour cette table ronde sur le financement du podcast. Je suis très heureux de voir que ça intéresse beaucoup de monde, le financement, puisque la création, en fait, est évidemment un sujet d'intérêt, mais le financement aussi est important. Cette année, en fait, le podcast a vu un bouillonnement pratiquement, probablement sans précédent en matière de financement. À très grande échelle, les grandes plateformes, GAFA, Amazon, Apple, avec Audible pour Amazon, Spotify se sont énormément engagés sur le podcast. Spotify a dépensé en 2010, sur les 12 derniers mois plus de 400 millions de dollars pour acheter des très grands éditeurs. Elle a fait une transaction dont le montant n'a pas été divulgué il y a 3 semaines, qui s'appelle The Ringer. C'est un éditeur de podcasts, notamment sur le sport aux États-Unis, mais qui est un podcast incroyablement populaire. Et elle a montré en rachetant ce podcast, c'est une 30aine d'émissions à peu près, qu'elle était extrêmement engagée sur le sujet. Dans le même temps, il y a eu d'autres mouvements de consolidation dans le secteur. Il y a eu de nouveaux opérateurs qui sont arrivés, des opérateurs qui se sont aussi créés en Belgique, des producteurs de contenu, ce qui n'existait pas encore il y a 1 an en Belgique. Donc il y a eu une effervescence comme ça dans le modèle économique. L'année dernière, il s'est passé aussi un nouveau modèle économique qui est apparu en France avec le lancement de Magellan, qui a beaucoup fait parler de lui et qui a essayé d'ouvrir encore un nouveau champ du modèle économique, qui est celui de l'abonnement. Donc entre l'abonnement, l'autofinancement, les deals de marque, la publicité, les pouvoirs publics, il n'y a jamais eu en fait aujourd'hui un si grand bouillonnement, autant de possibilités pour un producteur ou un créateur de contenu d'arriver à financer sa production. Donc l'objectif aujourd'hui avec nos invités, c'est d'essayer de comprendre quand on est producteur de contenu, quand on est créateur de contenu, quelles sont les meilleures informations et comment comprendre comment on arrive à financer un podcast. Et pour ça, je suis très heureux de pouvoir accueillir 4 super invités. Donc Johan Roets, Non, Johan, c'était juste. C'était juste. C'est pas grave. Qui remplace en fait un invité qui ne pourra pas être là, qui était Arthur Perticos de Magellan. Bon, Magellan, c'est un modèle économique dont on parlera très probablement pendant l'heure qu'on va passer ensemble, puisqu'il a rabattu les cartes, il a provoqué des lettres ouvertes sur le podcast. C'était un moment de discussion qui était très fort cette année. Johan, il est en fait un des seuls producteurs de podcasts à Bruxelles, avec une partie incubateur en fait, qui s'appelle Lambermont 140. On a la chance d'avoir aussi Mélanie Vaseux qui travaille pour Nouvelles Écoutes, dont vous avez sûrement été à écouter La Poudre hier, j'imagine, et qui est responsable justement des marques et du développement pour La Poudre. On a Anne Van Wedingen qui est directrice de l'action culturelle pour la SACD, donc les sociétés de collecte de droits d'auteur. Et puis, on a Lucie Rezoasi, qui travaille pour la RTBF et qui est en charge justement du podcast. Donc, on a là un panel qui est super parce qu'on va pouvoir couvrir un peu tous les sujets du financement. Et ces dernières semaines, on a beaucoup parlé du podcast à très grande échelle. On a beaucoup parlé des grands mouvements financiers, des grands rachats, ce qui n'est pas tout à fait notre réalité. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est que quand on est créateur de contenu de podcast, à quel moment, déjà, est-ce qu'on se pose la question de son financement ? Puisque historiquement, le podcast, et encore aujourd'hui, il y a toute une partie du podcast qui n'a pas vocation à être financier ou qui ne se pose pas vraiment la question de son modèle économique. À quel moment est-ce qu'on se pose cette question ? Peut-être Lucie, sur le moment du financement. À partir du moment où ça prend trop de temps de travailler gratuitement et qu'on a besoin de manger, j'ai envie de dire. Les premiers podcasteurs, ils ont vraiment... c'est comme les youtubeurs à l'époque, où vraiment ils ont voulu raconter les histoires qu'ils voulaient raconter. Donc ils ont créé des choses qu'ils ont mis directement en ligne sans passer par un diffuseur, etc. Et ils ont surtout créé des communautés. Et il y a un moment où ça prend trop de temps, trop d'énergie. Et donc il faut chercher à monétiser ou pas, ou trouver des financements publics ou pas. Voilà, je crois que c'est juste ça. Après, il y a plusieurs façons d'aller chercher des financements. Il y a aussi des créateurs qui n'ont encore rien produit, mais qui ont des envies, des projets, parce que justement on est inspiré par tout ce qu'on se voit. Et donc on a envie de créer son propre podcast. Et à ce moment-là, il est possible aussi de déposer des projets plus ou moins en développement ou plus ou moins finis en termes d'écriture, je veux dire. Et voilà, mais je crois qu'on a
voilà, on peut déposer plusieurs personnes différentes et je crois qu'on est tous là pour répondre à ça. Et Mélanie dit, par exemple, chez Nouvelles Écoutes, j'imagine que vous recevez beaucoup d'auteurs qui viennent vous proposer des podcasts. Est-ce que ce sont des gens qui viennent avec un concept, par exemple, et qui essayent de construire leur podcast, leur modèle économique de leur podcast dès la conception, ou plutôt des gens qui ont déjà des communautés, des gens qui ont déjà développé leur projet et qui viennent vous voir à ce moment-là? Ou est-ce que c'est même le contraire, c'est plutôt vous qui allez chercher des projets? Les gens, bonjour à tous. Les gens, ils viennent plutôt nous voir lorsqu'ils veulent. Ils cherchent à produire un contenu qu'ils ont imaginé. Donc, ils ont un concept ou même parfois ils ont déjà écrit des choses. Après, nous, on a peut-être pour expliquer, puisque tu parlais de la poudre, mais on a d'autres émissions. En fait, donc Nouvelles Écoutes, c'est un studio qui existe depuis 3 ans maintenant et qui a sorti 17 programmes. 18 même, puisqu'on a sorti aussi une fiction chez Spotify. Mais donc on a sorti 18 programmes et en fait on se finance de 2 façons. La première, c'est de faire de la publicité sur nos podcasts, mais aussi sur des podcasts indépendants qui ne sont pas produits par nous. Et donc ces gens-là viennent aussi nous voir pour rentrer dans notre régie publicitaire si ils ont un seuil d'audience suffisant et qu'ils cherchent justement à, comme tu disais, à en vivre, enfin en tout cas à utiliser cette notoriété, cette audience pour faire de la publicité et puis pour un peu essayer d'en vivre. Et puis l'autre partie, c'est la création de contenu pour des marques. Mais donc après, tous les créateurs indépendants, ils viennent nous voir pour qu'on produise leur contenu et eux, justement, ils n'ont pas tellement envie de rentrer dans cette réflexion de comment je vais vivre. Ils veulent être payés en tant qu'auteur, podcasteur, voilà. Aujourd'hui, ça représente, donc vous faites votre régie publicitaire pour 17 programmes. Vous faites la régie publicitaire pour combien de programmes indépendants? Une petite dizaine. Donc pratiquement pas autant, mais pratiquement autant. Ouais. Après, nous, on a sorti des programmes. Dans les 17 programmes qu'on a sortis, il y en a qui sont des documentaires. C'est des séries. Et donc, une fois que c'est terminé, ça génère pas autant d'audience que... ça génère une petite audience dans la durée, mais pas assez pour le monétiser. Donc, en réalité, on ne monétise que des émissions qui sont récurrentes, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, comme Bouffon, où il y avait un live hier, voilà, par exemple, ou La Poudre, évidemment, plus d'autres émissions récurrentes, indépendantes. Ok. Sur cette question de qui on va voir en premier, Joanne, justement, toi, on en discutait tout à l'heure, tu avais l'idée de dire que c'était une bonne idée d'aller voir un producteur. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ça te semble une bonne idée? Parce que, en fait, dans la même démarche, la plupart des auteurs de podcasts vont venir avec une idée ou un projet, peut-être déjà écrit, mais sans penser aussi à tout ce qu'il y a autour, sans savoir où aller chercher le financement, sans penser à la diffusion, à la promotion, à tout ce qui doit se mettre autour du podcast. Et c'est là aussi le rôle du producteur, c'est d'un moment tout centralisé, de pouvoir dire on va monter un dossier, on va aller faire ci, on va aller chercher un tel pour faire le graphisme du podcast, on va développer telle stratégie. Parce que le podcast est aussi un marché qui est... lancer un podcast, partir sur les réseaux sociaux, sur Spotify, c'est créer son propre média. Et créer son propre média, ça veut dire qu'il faut pouvoir le penser de A à Z, de la monétisation jusqu'au graphisme. Et ça demande pas mal de compétences. Et c'est là aussi l'intérêt du producteur. Et donc Anne, justement, votre métier, c'est d'accompagner les auteurs. Donc vous, comment est-ce que vous les accompagnez dans cette démarche-là, justement en termes de construction d'un média propre? Alors, je ne pense pas qu'on les accompagne pour construire un média, mais par contre, juste pour dire, situer un peu le droit d'auteur, parce que c'est parfois un peu confus et il y a beaucoup de choses qui circulent sur la manière dont les sociétés d'auteurs fonctionnent. Donc moi, je représente la SACD et la SCAM, sont 2 sociétés qui sont aussi implantées en France et qui s'occupent de fiction et de documentaire, aussi des auteurs littéraires, de spectacles vivants, mais puisque ici on va plutôt parler de ces 2 genres-là. J'ai envie de dire qu'avant peut-être d'aller voir un producteur et des plateformes et peut-être des diffuseurs, il y a un certain nombre de démarches importantes comme déposer son projet pour le protéger. Une idée, ça ne se protège pas. Donc dès que le projet prend un peu forme et commence à
voilà, n'est pas encore, on peut pas, donc une idée, ça n'appartient à personne. Donc, si vous avez une bonne idée, gardez-la. Écrivez un projet. Une fois qu'il a une forme suffisamment personnelle et originale, déposez-le, notamment dans une société d'auteurs. Qu'est-ce qu'on dépose concrètement? On dépose un pilote, on dépose un traitement, on dépose oui, quelque chose qui est suffisamment voilà, développé pour permettre de déterminer l'empreinte de l'auteur. C'est pas toujours facile. Il y a peu de tribunaux qui arrivent à déterminer ce genre de choses, mais voilà, pour ne pas en arriver à des problèmes de plagiat, voilà, parce que les idées circulent, voilà, forcément, on est plusieurs parfois à avoir la même idée. Déjà, déposer le projet. Ça coûte combien ? Ça ne coûte rien quand on est membre de la SCC de la SCAM. On peut déposer 4 projets par an. Okay. Voilà, et on peut mettre beaucoup de choses dans une enveloppe. Donc, on peut même déposer plus de choses. Mais sinon, il y a des dépôts électroniques, etc. Mais donc, le rôle des sociétés d'auteurs, c'est de percevoir les droits d'auteur pour les auteurs et donc d'aller négocier avec tous les exploitants des œuvres. Donc, le droit d'auteur s'applique dès qu'il y a une œuvre. Le droit d'auteur s'applique. Il n'y a pas de zone voilà, que ce soit sur le web ou ailleurs, où le droit d'auteur ne s'appliquerait pas, que ce soit en termes de droit moral, c'est-à-dire la propriété de l'œuvre, le fait qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas réécrire, qu'on ne peut pas s'approprier l'œuvre, donc ce qu'on appelle le droit de paternité, etc. Mais aussi en termes de droits patrimoniaux, c'est-à-dire l'argent qui est dû, l'autorisation qu'on doit demander et l'argent à payer quand une œuvre est exploitée. Donc l'enjeu des sociétés d'auteurs, ça va être de négocier avec des usagers. Alors il y a des usagers qui sont des usagers traditionnels qui aujourd'hui payent volontiers les droits d'auteur, comme la RTBF et tous les télédiffuseurs qui, depuis longtemps, sont dans des négociations, on fait partie du même écosystème, c'est tout à fait normal, tout ça, il n'y a pas de conflit, mais il y a un enjeu, et là, par rapport au podcast, qui est de s'adresser aux grandes plateformes. Voilà, on parlait de Spotify, il y a des négociations qui sont en cours, ce ne sont pas des négociations faciles, évidemment, avec des structures de cette ampleur-là. Là, il y a un enjeu qui peut être très éloigné d'ici, mais qui est vraiment très, très concret pour tous les auteurs, qu'ils soient en France, en Belgique ou ailleurs, c'est de faire contribuer ces plateformes-là au paiement de droits. Est-ce qu'elles y contribuent aujourd'hui ? Est-ce qu'un créateur de podcast aujourd'hui qui met son podcast sur Spotify, en fait, et qui auparavant a enregistré son podcast à la SACD, est-ce qu'il peut attendre des versements de droits d'auteur de la part de Spotify ? Je ne pense pas encore. Donc, il y a des... alors, moi, je vais parler du web, parce que le podcast, finalement, c'est tout ce qui se trouve sur le web, et c'est toutes les négociations avec les plateformes, quel que soit le genre et le support de l'œuvre, que ce soit du son ou des images, le problème est identique. Donc, on a des accords avec YouTube, on a des accords avec d'autres plateformes, il y a des négociations qui sont en cours avec Netflix, donc les choses avancent, et le droit d'auteur, c'est un peu sa nature que de aller là où les œuvres sont exploitées, donc ça va venir petit à petit, c'est lent, voilà, il y a quelque chose que, voilà, être conscient que ces enjeux-là ne sont pas des enjeux de lobby, je dirais, qui ne concernent pas directement chacun individuellement, et aussi les citoyens, parce que c'est, je pense, voilà, une question qui joue un rôle aussi sur le... À partir du moment où ça joue un rôle sur le financement des œuvres, ça joue un rôle aussi sur la nature, la liberté d'expression, et parfois on a tendance à opposer les deux, en fait. Voilà. Okay. Mais on est d'accord que jusqu'à présent, le droit d'auteur, ça représente une part minimale ou infinitésimale de la rémunération des auteurs de podcasts. Je ne sais pas si, par exemple, à la RTB ou chez Nouvelles Écoutes, est-ce que vous le prenez même en compte, ces revenus-là ? Est-ce qu'ils sont significatifs chez vous, par exemple, les revenus de droit d'auteur de vos créations ? On ne les touche pas. Vous les Pour touchez l'instant, pas, c'est pas régulé en fait en France. Ok. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est je pense qu'il y a... En fait, quand on parle de podcast, on met un peu dans le même panier à la fois différents formats. Et ça ne coûte... Faire 20 minutes de fiction, ça coûte 10 ou 100 fois plus cher que faire 20 minutes d'interview, par exemple. Et donc, en fait, il faut bien... Est-ce que tu peux donner des ordres de prix, typiquement, pour qu'on se rende compte de combien ça coûte un podcast ? Vous pouvez lancer votre podcast en faisant un podcast d'interview. Vous allez donc ne pas payer les gens que vous allez interviewer. Ça va vous coûter concrètement pas très cher. Vous allez acheter un micro à
même je crois à partir de 200 €. Enfin, c'est pas mon rayon, mais je sais que voilà, c'est relativement abordable. Après, vous allez payer des frais d'hébergement sur des plateformes, mais si vous n'avez pas besoin d'une plateforme pro, c'est quelques euros par mois, dizaines d'euros par mois. Enfin, et puis vous allez faire un petit générique, voilà, un peu bidouillé, et ça peut vous coûter un épisode de 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, ça peut vous coûter, je sais pas, 500 €, quoi. Alors que la fiction, on peut aller sur plusieurs dizaines de milliers d'euros. Okay. Donc en fait, ça dépend ce qu'on veut faire à la base. Et en fait, nous, on a vu justement, on voit autour de nous des podcasts d'interviews que des gens ont commencé seuls, avec les moyens du bord, à côté d'un autre job, et qui ont généré des très très fortes audiences, et qu'aujourd'hui on peut monétiser avec la publicité, ou ces gens-là ont réussi à quitter leur job et à pouvoir faire des contenus pour des marques, ou même de la vidéo, ou après il y a plein de manières de trouver de l'argent. Mais il y a aussi ce biais-là, de commencer seul, avec les moyens du bord, si on veut faire de l'interview. En revanche, si on veut faire effectivement de la fiction ou du documentaire, c'est tout de suite beaucoup plus cher. Donc là, il vaut mieux aller peut-être vers vous et les studios. Ou un producteur. Il y avait, je ne sais pas si tu es d'accord. Oui, tout à fait. Mais il y a un chouette programme d'incubation de projets journalistiques ici en Belgique qui s'appelle Pilote Média. Ils en sont à la saison 2. Et dans ce qu'ils appelaient les pilotes de l'année passée, il y avait un projet d'Elisabeth de Bourse, qui est aussi qui est peut-être même dans la salle, et qui avait monté un projet de studio de podcast, Big Bang Production, et elle avait estimé, donc elle avait calculé, parce qu'ils avaient 3 mois avec des méthodes, etc., que pour du podcast narratif, en prenant en compte l'écriture, la diffusion, la promotion, etc., donc narratif, c'est pas non plus de la création sonore, mais ça demande déjà quand même du travail, on était sur plus ou moins 10 000 € pour 3 épisodes, en termes de production. Effectivement, c'est un chiffre qu'elle donnait assez souvent, quoi. Donc là, puisqu'on a souligné l'importance de protéger en fait la propriété intellectuelle de son travail, par contre, on a vu que économiquement, elle ne permettait pas de rémunérer les auteurs parce que le cadre légal n'est pas assez protecteur et que les négociations avec les plateformes sont encore un peu trop défavorables. Donc si on continue à notre travail d'investigation pour savoir comment on va payer notre loyer, est-ce que les pouvoirs publics, du coup, c'est une manière qui est souvent utilisée en Belgique, en tout cas aussi, pour pouvoir vivre de sa création ? Là, je vais peut-être répondre avec une double casquette, puisque je suis aussi membre du FACRE, qui est le fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et en fait, donc, c'est un fonds qui est ouvert à la création radiophonique, mais depuis l'année dernière aussi, de plus en plus au podcast, puisque en fait, on reçoit de plus en plus de dossiers de personnes qui parlent en termes de podcasts et de séries sonores, plus que de création radiophonique en tant que telle. Et donc, je fais un petit historique rapide à la RTBF, où on a commencé avec le podcast natif en 2017. Avec C'est tout meuf, on est vraiment un des premiers acteurs le premier acteur à avoir en Belgique à avoir investi vraiment dans le podcast. Au début, c'était plutôt 2017. Laboratoire 2017 avec C'est tout meuf, oui. Puis l'appel à projet avec la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2018. Et là, voilà, il y a vraiment de donc plus en plus. En 2018, il y a eu 4 podcasts financés, c'est ça ? 2 Salatou et Doulange. Et alors, l'année dernière, il y a eu Bisexualité et Dis-moi oui. Et alors, et pas mal d'appels à projets lancés. Et pour expliquer un peu le contexte, pour expliquer la position des pouvoirs publics pour le financement du podcast, en gros, il y a 100 000 € qui a été pris du FACRE et rendu à la RTBF, puisque c'est la RTBF qui finance le FACRE, pour justement investir dans ce format innovant. Et donc le but avec ces 100 000 €, c'est de faire 4 appels à projets cette année. Donc il y en a déjà 2 qui ont été lancés, notamment un sur le foot que vous avez peut-être vu passer, un sur les 60 ans de l'indépendance du Congo qui est en cours, donc j'encourage à postuler. Et il y en a encore 2 autres qui vont être lancés. Pour parler en chiffres concrets, on est sur du 25 000 € pour 10 épisodes, mais de nouveau, je veux revenir sur le fait que le format, c'est très large. Je veux dire, c'est impossible de faire une typologie précise du podcast. Donc là, il s'agit vraiment de podcasts documentaires. Et on dit 10 épisodes à partir de 10 épisodes, et puis le nombre de minutes, ça dépend ce que les créateurs veulent proposer, parce que ça peut changer vraiment du au double parfois en termes de coûts. Et je voulais aussi expliquer brièvement
quel genre de projets peuvent être tenus et comment ça fonctionne en interne, parce que la RTBF a fait l'objet d'une grande transformation il y a 1 an et demi. Ça paraît long, mais on est toujours dedans, je vous promets. Et en gros, la RTBF produit maintenant ses programmes en se basant sur une approche par public. Donc en fait, le public belge a été catégorisé en 4 catégories et chaque radio appartient à une catégorie. Donc ces 4 appels à projets vont être lancés en fonction de ces catégories-là. Et donc, par exemple, le podcast sur le foot, c'était avec Vivacité. Le podcast sur le Congo, ça va être avec Tarmac. Et il y aura encore un podcast avec Pure. Et un autre podcast qui va être avec une de nos 3 radios qu'on appelle affinitaires, à savoir Musique 3, Classique 21. Et la première, on ne sait pas encore avec qui on va le faire. Mais voilà, ça c'est vraiment pour expliquer si jamais vous voulez remettre un projet, parce qu'on fonctionnait aussi à l'opportunité. Je veux dire, voilà, il y a du budget en documentaire, il y a du budget en fiction hors appel à projet. Et donc c'est toujours bien de préciser en fait à quel public s'adresse votre podcast, parce que voilà, ce sont des lignes éditoriales bien précises chez nous, et c'est plus facile de pouvoir avoir après un soutien interne. Voilà. Et les entrepreneurs que tu vois arriver, enfin les créateurs que tu vois arriver, ils ont quel profil justement ? Pour savoir un peu, est-ce que ce sont des gens qui travaillent déjà dans le visuel ? Est-ce que ce sont des gens qui ont déjà des communautés ? Est-ce que ce sont des gens qui sont des gens qui sortent d'études et qui ont une très bonne idée ? C'est quoi leur profil à peu près ? Tu as un peu dit il y a tout. un peu de tout. Il en manque un, non ? Il y a 4. Non, il y a des gens qui ont déjà des communautés que parfois on aimerait soutenir, mais c'est compliqué parce que dans la conjoncture actuelle, ça rentre juste pas dans la ligne éditoriale où il manque de budget. Voilà. Maintenant, il y a des journalistes, il y a des auteurs de création sonore, mais c'est important aussi de préciser que la RTBF va évidemment travailler avec des auteurs, mais les auteurs sont toujours accompagnés d'un producteur. Le producteur est toujours dans la boucle. Je veux dire, les contrats sont signés avec les producteurs. C'est primordial en fait pour la collaboration avec des créateurs de podcasts. Donc même le podcast, qui est une initiative assez jeune, assez encore peu professionnalisée, quand elle arrive chez toi, elle est déjà structurée quand même. Pas forcément, parce que comme c'est un milieu tout neuf et que le marché se crée, que le métier se crée, parfois c'est une personne qui va aussi faire toutes les casquettes aussi. Oui, peut-être pas toutes les casquettes, mais en tout cas il y a des auteurs-producteurs, c'est pas idéal, mais parfois il y a un auteur, un producteur, et puis c'est leur structure, et puis après voilà, ils travaillent avec des indépendants qui vont faire le son, qui vont faire le graphisme, etc. Voilà, il y a plein de cas de figure. Ok, donc du coup, toi, Johan, qui est justement donc on en discutait, tu es un des 2 producteurs francophones de podcasts actuellement. Comment est-ce que tu es arrivé justement au choix de créer une structure de production pour le podcast ? Et quand tu regardes les premières possibilités qu'on a définies, comment est-ce que tu imagines en fait la viabilité financière des créations que tu as lancées ? Et je crois que tu en as lancé une ce matin. Oui, on a lancé une ce matin, un podcast pour enfants qui s'appelle Chut, j'écoute. Le premier épisode sort mercredi, et là il y a déjà le teaser, j'ai ouvert les vannes sur les différents canaux. Mais comme on le voit, il y a tellement de choses à faire, c'est qu'aujourd'hui, alors comment je suis arrivé au podcast, c'est que j'ai commencé en radio, tout simplement. Je suis passé par Radio Campus, Tuz Radio, pas DH Radio, et là j'ai bifurqué vers l'RTBF, j'ai un peu bossé sur l'RTBF. Et puis je me suis orienté en vidéo, et donc aujourd'hui on produit beaucoup de vidéos. Et on a monté le Lambermont 140, donc il y a un espace de création à Bruxelles. On devait louer 100 mètres carrés à la base, on en a acheté 1000, ça a un peu dégénéré. Ça arrive comme ça. Mon comptable est dans la pièce, et voilà, le pauvre, je crois qu'il me maudit tous les jours. Mais on avait cet espace de 1000 mètres carrés qui était top, qui était à 9 minutes de la RTBF, dans un quartier qui est en train de devenir un quartier audiovisuel à Bruxelles, et l'envie de pouvoir mettre l'espace à disposition des gens. Et donc on a mis en place des installations qui sont à la fois pour nous, mais aussi pour tout le monde. Donc il y a des régies de montage vidéo, puisque ça reste le cœur de notre production pour l'instant, mais il y a une salle de formation, parce que j'enseigne à l'IEX, je donne cours et j'encadre des médias dans leur transition digitale. Donc on a mis en place un espace de formation où on donne des formations, dont le podcast. On a un espace de conférence, on lance un réseau d'entreprises le mois prochain, je dors peu pour l'instant. C'est les productions vidéo continues aussi. Et alors il y a cet espace de création podcast qui est arrivé et que je voulais absolument mettre dedans. Et donc on le propose à la fois aux gens qui ont envie de le louer pour que dalle, parce que on sait, on est un public. Moi je suis ancien journaliste, j'ai remis ma carte de presse, mais je viens du monde du journalisme. Donc les conditions du journalisme, je les vois encore tous les jours, et donc pouvoir avoir des infrastructures qui sont
à la fois qualitatives, faciles à utiliser et qu'on peut mettre à disposition, il n'y en a pas beaucoup. Ou alors il faut décider d'acheter son propre matériel, mais pour un journaliste indépendant, investir déjà 400 € dans un enregistreur, c'est déjà un petit montant. Ça coûte combien d'avoir accès, par exemple, si il y a des créateurs de podcasts qui ont besoin d'un espace de travail chez toi, ça coûte combien, par exemple, d'accéder à un studio d'enregistrement chez vous? Alors on a le coworking, et là et les membres du réseau qu'on lancera c'est le moment pub, hein. Mais on les loue à 25 € l'heure pour les externes, et pour les internes, on a 15 € de l'heure. Okay. Donc c'est vrai que sur un podcast d'interview, on a besoin de 2 heures, c'est pas très cher. C'est pas très cher, quoi. Et ça permet d'avoir un chouette matériel à disposition, qui soit de bonne qualité aussi, parce que c'est un des enjeux aussi pour les créateurs, parce que beaucoup de gens se lancent dans le podcast sans avoir le bon matériel forcément, et donc le contenu est top, mais les conditions sont bof, et à l'écoute c'est pas super gai, quoi. Donc voilà, l'envie elle est venue de là, et donc on a créé cet endroit, et puis on s'est dit mais autant commencer à produire des podcasts. Alors on n'a pas 3 ans comme Nouvelles Écoutes, parce que ça a été inauguré fin novembre, donc on a 3 mois, voilà. Mais c'est le départ. Alors on commence à produire des podcasts. Voilà. Que vous avez créé. On commence à produire des podcasts. Sachant que le jeune public, donc vous avez choisi un podcast jeune public, ce qui en ce moment est un secteur qui est assez chaud dans le podcast. Il y a un carton énorme de France Inter qui s'appelle Oli, que vous connaissez peut-être et qui marche super bien. Mais il y a aussi Spotify qui a lancé en fait très récemment une partie de son application dédiée aux enfants. Donc une application Spotify qui est dans un environnement contrôlé pour les enfants et dans lequel les podcasts jouent un rôle hyper important. Donc il y a toute une économie en fait du podcast pour enfants qu'on pourrait comparer au secteur des chaînes pour enfants audiovisuels qui se met en place. Donc c'est pas illogique que vous l'ayez choisi. Non, mais donc ici sur ce podcast-ci, on a une auteure qui est venue avec une page avec 10 projets de podcast, et les 10 étaient bons. Et donc là, c'est typiquement, voilà. Vous avez été démarché. On a été démarché, mais pour l'instant on travaille, et c'est intéressant en fait, parce que c'est chouette dans ces discussions. On a, je crois que sur tous les auteurs qui sont déjà venus chez nous, j'en ai déjà eu plusieurs qui m'ont dit, et alors je dois donner combien d'argent pour être produit, et qui me demandaient s'ils devaient nous payer pour être produit. Et ouais, mais donc c'est que voilà, il y a quelque chose à faire. Alors maintenant, pour le produire, nous on va devoir faire le travail de monter des dossiers, d'aller voir des partenaires, d'aller le sponsoriser. Donc pour être plus, quel modèle économique toi tu imagines? Donc typiquement pour Chute, j'écoute. Pour Chute, j'écoute, ça va être, on va aller chercher du sponsoring probablement dans des lectures jeunesse. On va aller voir différentes entreprises, et puis on va aussi aller taper à la porte des financeurs classique, parce qu'en Belgique, il y a aussi beaucoup de financement public, tout simplement. Et donc là, on va demander des dossiers, et on travaille, on en discutait avec Lucie juste avant, mais on essaie de travailler, de sensibiliser aussi les financeurs, pour l'instant, à financer du podcast. Donc la région bruxelloise a des mannes, il y a plein d'exemples, mais la région bruxelloise, via Screen Brussels, a un portefeuille qui est de 1 à plusieurs millions d'euros pour la production audiovisuelle, qui finance aujourd'hui principalement des films, et ils ont envie de se lancer sur le financement de podcasts. Mais Screen Brussels, c'est une très grosse structure, ils ne financent que des podcasts qui sont pour déjà des petits budgets, c'est-à-dire plusieurs dizaines de milliers d'euros. Eux financent sur le web 50 000 €, donc je suppose que ça doit se retrouver là. Et donc il y a un enjeu aujourd'hui à aller chercher Screen Brussels, c'est dire mettons-nous en sourde de la table parce que Screen Brussels c'est un levier économique final, eux veulent promouvoir le travail à Bruxelles. Donc Screen, juste c'est un fonds régional économique. Son objectif c'est c'est l'emploi, donc son objectif c'est de donner des sommes d'argent pour la production audiovisuelle. Elle les donne que en fonction de critères économiques. Elle vous donne de l'argent que si vous engagez à en dépenser sur le territoire de Bruxelles. Donc elle vous donne 10. Si en échange vous engagez à dépenser 30 sur le territoire de Bruxelles avec votre propre argent, vous avez la capacité d'accéder à ce fonds. Son objectif à elle, c'est de maximiser l'investissement sur le territoire. Donc vous êtes en compétition avec du cinéma, qui est une économie qui est très très structurée, qui a des volumes très grands. C'est pas facile de faire sa place dans un fonds comme ça, quand vous avez une grosse production française, par exemple en cinéma, qui vient et qui va dépenser de l'argent sur le territoire. Et donc Screen est un exemple, mais tu as aussi pour les journalistes l'AJP, qui a le fonds pour le journalisme, qui finance aussi du podcast quand ils veulent. Mais pour pouvoir financer le podcast, il faut que ce soit diffusé par un média, et que pour l'instant, ces médias se cantonnent aux médias traditionnels. Et donc on retrouve d'ailleurs principalement les médias papier. Et donc aujourd'hui, un créateur de podcast qui a envie de lancer son propre média ne peut pas le faire financer par un fonds. Il est un peu bloqué il est bloqué par une loi qui date de 1961 en l'occurrence. Et donc là, il y a beaucoup de travail sur lequel on est aussi en train de
qu'on est en train de faire, parce que voilà. Ce qui explique la raison pour laquelle beaucoup d'éditeurs de podcasts se tournent vers le sponsoring et la publicité privée. Chez Nouvelles Écoutes, est-ce que tu peux peut-être, Mélanie, nous raconter comment vous êtes arrivé à ce modèle ? Est-ce qu'il était présent dès la création de Nouvelles Écoutes ? C'était clair que ça allait être une composante du modèle économique. Et comment ça s'est développé au fil du temps, en fait ? Et comment vous le traitez aujourd'hui ? En fait, les créateurs de Nouvelles Écoutes, c'est Julien Neuville et Lorraine Bastide, se sont inspirés des États-Unis, tout simplement, sur lequel il y avait des messages de sponsoring depuis longtemps. Et ils écoutaient pas mal de podcasts américains. Et très tôt, ils ont réussi à faire quelques petits deals au début avec des marques, d'ailleurs plutôt des startups ou des marques américaines qui connaissaient déjà ce système de publicité digitale, publicité audio digitale. Et puis, moi, je suis arrivée il y a un peu plus d'1 an et demi et j'ai vu que c'était quelque chose que les marques voulaient de plus en plus faire. Donc, on a fait plus de 100 campagnes aujourd'hui sur des podcasts Nouvelles Écoutes, mais d'autres indépendants. Hein, c'est aussi sur ces podcasts-là. Donc là, on sent que c'est un marché dont les agences médias commencent à s'emparer. Et surtout, en fait, on a la chance d'avoir je pense qu'il y a beaucoup d'avenir dans cette source de financement parce que, en fait, on touche une cible que les marques qui veulent toucher les CSP+, urbains, diplômés, et qui en fait échappent qui ont des adblocks sur leur ordi, qui ne regardent plus la télé ni n'écoutent plus la radio en linéaire. Ils ont du mal à capter cette audience-là et c'est exactement l'audience des podcasts. C'est une audience hyper qualifiée. Et donc le sponsoring, ça représentait, c'était pas la majorité de nos revenus en année 1 et 2. Et là, c'est en train de se rééquilibrer. C'était quoi la majorité avant ? C'était justement la création de contenu en marque blanche pour des marques. Okay. Nous, on a eu la chance de commencer avec Chanel, donc qui sont très précurseurs toujours sur les nouveaux médias. Ils veulent être les premiers sur absolument tout. Donc là, déjà ils vous appellent pour produire un contenu. Vous le faites à leur place. Le nom Nouvelles Écoutes n'apparaît pas. Non, n'apparaît pas. Du tout. On est en marque blanche. Blanche complète. Mais nous, on ne veut pas que notre nom apparaisse parce qu'on ne veut pas qu'on dise que ce n'est pas un podcast Nouvelles Écoutes, c'est un podcast de Chanel. Et puis, au fur et à mesure, on a créé plusieurs podcasts pour des marques parce que nous, on n'a pour le coup aucune aide publique. Ni de région, ni d'organisme. Aucune aide publique. Aucune aide publique. On s'est rassemblé avec d'autres... on a créé un syndicat avec d'autres producteurs indépendants pour faire cette demande d'aide à la création sonore. Et c'est en discussion. Justement, ils ont annoncé qu'il y avait une réflexion qui avait été commencée sur ça. Mais nous, on est obligés de faire appel aux marques. En fait, il y a eu un choix de dire soit on fait payer les auditeurs, soit on fait payer des marques. Oui. Nous, on a choisi de faire payer les marques. Ce qui aujourd'hui est encore le modèle dominant, même si on parlera rapidement de Magellan et notamment ou de Cybelle bientôt, qui sont les modèles qui veulent faire payer les consommateurs plutôt que les marques. Mais aujourd'hui, vous êtes c'est encore très largement le modèle le plus dominant, quoi. C'est le modèle le plus dominant et c'est le modèle qui marche aux États-Unis pour pas mal de gros studios, avec des réussites comme Gimlet, qui est un des plus gros studios indépendants, qui a justement été racheté par Spotify, ce que tu disais au tout début en intro. Donc voilà, donc nous aujourd'hui, c'est la publicité, la création de podcasts pour des marques. Et c'est deux tendances qui vont bien, parce que c'est deux business qui vont plutôt bien. Qui demandent beaucoup de pédagogie. Il faut faire beaucoup de pédagogie auprès des marques pour bien leur expliquer en quoi ça consiste et l'un et l'autre. Mais clairement, encore une fois, le podcast, c'est une manière pour des marques de toucher une audience qualifiée et c'est là toute la beauté du truc et qui fait que ça fonctionne. Aujourd'hui, vous êtes combien, par exemple, chez Nouvelles Écoutes ? Vous êtes 25 en tout, à peu près, je crois ? Un peu plus ? On est 18 à temps plein. Et combien dédié à ce travail-là, justement, des marques ? C'est toi toute seule ou tu as une équipe avec toi ? C'est moi toute seule et là, j'embauche quelqu'un et une stagiaire. Ok. Et donc, pour faire une centaine de deals par an ? Ouais. Avec, j'imagine... depuis qu'on a commencé. Ah, depuis que vous avez commencé. Non, bon, après, j'imagine qu'il y a des deals récurrents. Mais on espère bientôt. Ok. Il y a des deals, j'imagine, qui sont aussi des deals récurrents. Oui, alors ça, c'est évidemment ce qu'on cherche à faire. C'est moi, de plus en plus, en fait, j'essaie de travailler avec les marques pour que
en face, ils me prennent pas juste une pub de 2 semaines sur un podcast. J'essaye de leur vendre une campagne sur plusieurs mois idéalement, sur plusieurs podcasts, et avec des deals des clients qui reviennent chercher des nouvelles campagnes chez nous, à qui je présente. En fait, c'est un modèle qui est assez vertueux parce que dès qu'on a un nouveau programme, moi j'essaye de le prévendre avec du sponsoring. Okay. Donc ça c'est le Graal, c'est quand le programme n'est même pas encore sorti, il y a déjà un annonceur. Il est déjà acheté, quoi. Ouais. Et dernière question avant qu'on continue, mais comment vous fixez les prix en fait est-ce que vous fonctionnez comme une régie publicitaire un peu classique, à presque un catalogue de prix pour la télévision qui fluctue en fonction, mais quand vous savez que quand vous avez une certaine audience, c'est tel prix, et l'annonceur, en fait, il est face à un tableur Excel et il sait combien il va payer à peu près, ou est-ce que vous êtes sur un truc qui est beaucoup plus organique, où vous allez fonctionner par opportunité, par coût, parce qu'il va y avoir une telle proximité parfois parce que tu vas avoir des animateurs un peu stars ou des contenus stars qui vont le faire, et donc tu auras un effet premium. Parfois parce que, au contraire, enfin, comment est-ce que vous gérez cette... C'est un peu entre les deux, mais on tend à professionnaliser, on va dire rationaliser le truc de plus en plus. Et là, on a justement revu parce qu'en fait, ce qui est génial avec le podcast, c'est qu'on crée nous-mêmes notre manière de vendre. En fait, on peut faire ce qu'on veut. Ouais. Et donc, en fait, là, on a, par exemple, changé récemment en mettant... en fait, en faisant payer un peu plus cher les podcasts qui sont ceux qui marchent le mieux en termes d'audience. Et en gros, on vend au coût pour 1000. Okay. Donc au CPM qui varie entre 60, donc c'est 60 € pour 1000 écoutes. Okay. Enfin, quand on dit écoute, donc ça va de 60 à 80 environ, selon Et la durée, à partir du moment où vous comptez une écoute, c'est combien ? Je sais qu'il y a un enjeu important de la durée ouais. À partir du moment où l'annonceur peut considérer que le podcast a été écouté. En fait, on a un hébergeur, donc c'est là où on met le fichier audio, et cet hébergeur-là, il renvoie un flux RSS aux plateformes. Et donc, c'est cet hébergeur-là qui nous donne accès à un ad serveur sur lequel on met nos campagnes. Et il se trouve que nous, on a un hébergeur qui est certifié IAB2, donc c'est une norme américaine à la base. Mais qui est le même hébergeur que tous les grands producteurs, pratiquement partout maintenant, qui est Acast. Acast l'ont aussi. Nous, on a une autre plateforme qui s'appelle Art19, que je vous conseille, qui est super. Et Art19. Après, par exemple, Ocha, qui est une solution bien moins chère d'hébergement, mais eux ne sont pas certifiés IAB2. C'est-à-dire que vous allez faire 2 fois plus d'audience sur Ocha, mais en réalité, ça va prendre aussi en compte des gens qui viennent 10 secondes et qui, en fait, n'écoutent pas votre contenu. Donc, nous, on est certifié IAB2, et ça veut dire que c'est on vend un volume d'impression défini à l'avance, calculé selon ce CPM, on ne vend que des impressions qui sont au-delà de 60 secondes d'écoute. 60 secondes, d'accord. Comme nos pubs font moins de 60 secondes, vous savez que a priori, elles sont écoutées. Ok. Lucie, à la RTB, comment vous gérez ce truc des marques en fait ? Parce que comme ça devient de plus en plus important pour les créateurs et que ça commence à générer du revenu, en fait, vous êtes face à un truc qui est un peu compliqué, qui est que si ça marche et si ça prend, comment vous allez le gérer ou comment vous le voyez par rapport à votre modèle économique à vous qui n'accepte pas la publicité sur vos... C'est-à-dire si ça marche... Votre régie publicitaire fait le même travail que... Oui, mais c'est en chantier complet. Okay. Non, en fait, on est en constant dialogue. En gros, effectivement, la régie publicitaire a le podcast dans son offre... de médias auprès des annonceurs. Donc vous, c'est RMB, la régie publicitaire. La RMB, voilà, notamment pour le podcast sur le foot, ou voilà, dans l'offre globale auprès des annonceurs, dans le contexte de l'Euro, le podcast est un format qui est proposé aux annonceurs. Maintenant, on est en train de chercher un modèle. Effectivement, on ne peut pas faire de coproduction avec les marques en tant que service public. Ouais. On est en train de voir comment... il y a vraiment un marché à créer. Et donc, je ne peux pas encore vous en dire plus pour le moment. Mais on cherche vraiment une solution pour pouvoir, en fait, avoir d'autres acteurs pour ne pas être la seule vache à lait pour financer les podcasts. Idéalement, moi, j'adorerais qu'il y ait plein de partenaires avec qui on puisse faire des coproductions. Ce serait vraiment super. D'ailleurs,
Je voulais aussi citer l'homologue de Screen Brussels à Bruxelles, en Wallonie, c'est Wallimage. Et en fait, si toute la Belgique pouvait signer une pétition pour dire ouvrez le financement au podcast, comme ça on aurait plusieurs acteurs pour pouvoir pour augmenter en fait la production de podcasts tout simplement. Donc voilà, je ne sais pas vraiment. Non, si, ok. Mais donc en fait, vous faites vous faites la même chose à travers RMB quoi, pour aujourd'hui. Tout à fait, oui. Okay. Mais du coup, ça revient à l'RTBF et malheureusement pas directement aux producteurs. Voilà. Et est-ce que vous autorisez le producteur potentiellement à ramener un partenaire, à ramener un annonceur? C'est un chantier. C'est un chantier, ok. Ouais, c'est intéressant. Et toi, par exemple, parce que vous, j'imagine, comme tu le dis, l'objectif, c'est de préfinancer, quoi. Ça veut dire qu'en fait, une grande partie des producteurs de podcasts, comme peut-être vous arriverez en fait à... Est-ce que ça arrive, par exemple, d'avoir la personne qui vient avec l'annonceur? Non, jamais. Jamais. Non. Ok. C'est toujours vous qui trouvez l'annonceur? Ouais, parce que c'est vraiment un métier, et c'est l'avantage d'être dans un format de studio. Vous avez une personne qui écrit, une personne qui réalise, une personne qui fait le sound design, une personne qui fait le mixage, une personne qui va chercher les sous, Okay. une personne qui s'occupe de la com, une personne qui s'occupe de la compta. Enfin, nous, c'est justement tous les corps de métier qu'on a, et ce format-là, c'est un peu comme les studios de films aussi américains. Enfin, c'est le principe du producteur de contenu, quoi. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus ma question non plus, donc c'est pas grave. J'ai oublié. Je pensais déjà à celle d'après, en fait. Ah, pour le financement. Oui, ce que je voulais dire, en fait, c'est que je pense que, en fait, évidemment, le financement, c'est une question qui est au cœur de la création de contenu parce qu'il faut bien vivre. Ouais. Mais le podcast, idéalement, il ne faut pas penser, comment dire, en tout cas chez Nouvelles Écoutes, les valeurs que l'on défend et les contenus qu'on va créer, on ne les crée jamais parce qu'on sait que ça va générer de la pub. Ce qui ne serait pas un mal en soi. La télévision fait ça en permanence, le cinéma aussi, et c'est pas... Je pense que c'est la manière de faire et c'est la philosophie de certains de nos concurrents. Je les citerai pas parce que je sais pas s'ils se définissent comme ça, mais je pense qu'ils se disent bah voilà, il y a un créneau aujourd'hui. Par exemple, moi je sais que on m'a dit encore l'autre jour que les constructeurs automobiles, ils cherchaient à faire de la pub sur les podcasts. Donc on peut se dire, bah tiens, je vais créer un truc sur les nouvelles innovations. Sauf qu'en fait, en tout cas, c'est pas le modèle de Nouvelles Écoutes. Le modèle de Nouvelles Écoutes, c'est une boîte qui a été fondée par 2 journalistes qui avaient envie de dire des choses sur la société qui les entoure, de donner la voix à d'autres... justement, enfin d'autres voix, à faire entendre d'autres voix et à avoir un certain impact social positif. Et en fait, la poudre, c'est par exemple un contenu qui est quand même relativement engagé, militant, féministe, mais la qualité et la qualité de production de ce programme-là, il attire aussi des marques pour faire d'autres programmes qu'on fait en marque blanche. Okay. Donc la poudre, c'est pas une évidence pour la publicité, sincèrement. Après, il se trouve que ça fait tellement d'audience et que voilà, il se trouve que ça marche quand même bien en publicité. Mais nous, on a dans les tuyaux des programmes. Moi, je sais d'avance que je vais avoir beaucoup de mal à les vendre. Okay. Mais ça fait partie de cette. En fait, c'est un modèle vertueux de. Voilà, après, c'est une audience de niveau d'exigence de production que ensuite je peux vendre entre guillemets à un Chanel, à un autre qui veut faire son podcast. Okay. Un autre modèle sur lequel tout le monde fantasme un peu beaucoup aussi, justement quand on parle de préfinancement ou de financement de ces contenus, c'est les plateformes. Et aujourd'hui, je voudrais savoir un peu comment vous gérez cette question. Anne, tu disais, vous avez une position particulière parce que justement du fait du poids que vous représentez en termes de représentation des auteurs, même si aujourd'hui pour le podcast, ça c'est pas encore opérant, c'est pas encore activé, vous avez un poids énorme en tant que représentant des auteurs et vous dialoguez avec les plateformes. Comment vous voyez cette relation avec les plateformes et pourquoi est-ce que les plateformes elles s'engagent si fort auprès du podcast actuellement? Bon, je ne sais pas si je peux répondre à cette question-là. Je voudrais juste revenir, voilà, parce qu'on parle de guichet ou de financement. Ouais. Il y a une dimension des sociétés d'auteurs dont je n'ai pas encore parlé, qui est toute son action culturelle et professionnelle,
ce sont aussi des sources de financement, notamment des podcasts, en tout cas des fictions et des documentaires qui peuvent avoir comme destin de se retrouver, à devenir des podcasts. Puisqu'en fait, quand on est membre de l'ASACD-LASCAM, puisque c'est là où je suis, en tant que membre, on a accès à un programme de bourse qui n'est pas conditionné à l'exploitation future de l'œuvre. Donc ce sont des bourses d'écriture en radio, en gros, sonore, audiovisuel ou littéraire ou spectacle vivant, et qui ne sont pas conditionnés au fait que l'œuvre va se retrouver soit à devenir un podcast ou être diffusée sur une chaîne publique ou de manière plus confidentielle. Et donc depuis toujours, l'action culturelle existe au sein des sociétés d'auteurs, et c'est une des manières aussi de peser et on parle de plateforme. Je sais qu'en France, il y a une bourse qui s'est mise en place au sein de la SACD en France et qui donne des financements de 5 000 € pour l'écriture d'une fiction, avec une plateforme qui accepte de signer un contrat avec la SACD, donc un accord, je dirais, pour appliquer d'une part les droits d'auteur, mais aussi respecter les usages professionnels, puisque c'est aussi la manière dont on intervient, je dirais, dans tous ces secteurs, c'est en faisant entendre la voix des auteurs, en recommandant que l'écriture soit financée toujours, dans tous les cas, quel que soit le répertoire, parce que c'est toujours un peu l'auteur qui est un petit peu la personne la plus précaire, je dirais, dans l'économie. Tu disais que des auteurs viennent en demandant s'ils doivent payer quelque chose. Alors effectivement, quand on débute, ça peut être, il y a une forme de bénévolat ou de gratuité qu'on peut admettre. Après, il faut s'inscrire dans des schémas professionnels, il faut être rémunéré, il ne faut pas signer n'importe quel contrat, il faut être, on accompagne tout le parcours professionnel des auteurs. Maintenant, c'est complexe de négocier avec les plateformes. Vous voyez de plus en plus souvent le podcast cédé en tant que droit ? C'est-à-dire, vous avez une œuvre audiovisuelle, un livre, quelque chose, et vous cédez le droit d'adaptation en podcast, par exemple. Ça, c'est des choses que vous voyez de plus en plus souvent ? Moi, je ne travaille pas au service juridique, mais c'est clair que les contrats, c'est un des enjeux pour les auteurs. Donc, je le disais, il ne faut jamais signer un contrat avant de le faire relire, notamment gratuitement par un juriste d'une société d'auteurs. C'est clair que la tendance est de céder tous les droits pour toutes les exploitations univers de manière dans l'univers pour toujours, etc. Le rôle des sociétés d'auteurs et de tout partenaire des auteurs quand ils peuvent le faire seuls ou être bien accompagnés, c'est de limiter de limiter les contrats et de faire en sorte que l'auteur reste protégé. Ok, bon, très bien. Sur les plateformes, vous l'avez fait il n'y a pas longtemps pour la première fois, justement. Avec Spotify, ouais. Est-ce que tu peux raconter un peu comment vous avez justement créé un contenu pour une plateforme qui est là aussi une forme de Graal pour un éditeur actuellement ? Ça correspond un peu à un producteur de cinéma qui arrive à faire une vente Netflix Oui, c'est un peu ça. En fait, nous, on a 3 autrices qui sont venues spontanément nous voir. Qui avait déjà développé une Bible. Donc ça s'appelle Le Nuage. Je vous invite à l'écouter, c'est très bien. En 5 épisodes de 20 minutes environ. C'est avec Emmanuel DeVos dans le premier rôle et Damien Bonnard dans le second. Donc elles sont venues nous voir avec ce projet. On l'a développé ensemble, à nos frais, pendant plusieurs mois. Et on a fait lire à Spotify le premier épisode et la Bible. Et ils ont adoré, ils ont acheté tout de suite et ça a permis de financer la production parce que là on est sur c'est notre plus grosse prod, c'est 10 fois plus qu'une émission de flux normal, j'ai envie de dire, c'est même le du casting documentaire. qui fait exploser les coûts ou comme comme dans un film, c'est évidemment l'écriture, la réalisation, c'est tout en fait, mais c'est beaucoup le jeu des comédiens bien sûr. Et le fait et c'est un exercice qui est vraiment pas évident et pour les comédiens et pour les comédiens de radio et je trouve que c'est vraiment la condition sine qua non d'avoir une fiction qui marche
Et il y en a eu beaucoup de Radio France. Enfin, c'est difficile à faire. C'est vraiment. Donc, il faut des gens très qualifiés. Et c'est beaucoup d'heures de travail. Nous, c'est plusieurs mois, voire années de travail. Non, on est très contents des résultats. C'est un modèle que tu vois se développer encore, ce modèle d'exclusivité et de... Oui, clairement, parce que Spotify, on voit bien qu'ils ont des sous. Après, il y a Spotify qui est le plus... Après, pour nous, c'était le plus riche, oui. Après, pour nous, c'était très important que ce contenu, comme tous nos contenus, soit en accès gratuit. Donc, vous pouvez l'écouter, même si vous n'avez pas de compte Spotify, vous aurez de la pub, mais vous pouvez l'écouter. Il y a de la pub Spotify aussi, ou il y a seulement... Oui, parce que sur Spotify, vous devez ouvrir un compte et télécharger l'appli, mais vous pouvez l'écouter en gratuit, vous n'êtes pas obligé de... Et vous êtes intéressé à... Là, est-ce qu'au moment où ils achètent en fait, ce contenu, est-ce que du coup, ils vous sortent des revenus publicitaires supplémentaires ? Ou est-ce que vous avez, comme on pourrait avoir au cinéma, un minimum garanti pour acheter la production, et puis après, vous êtes de nouveau intéressé à la publicité, en fait ? Vous recevez des revenus publicitaires de ce podcast ? Non, mais je suis pas sûre qu'ils en fait, ils peuvent pas encore, eux, le monétiser. Ils peuvent pas monétiser que le nuage. Parce qu'ils n'ont pas encore la tech... Enfin, c'est un peu compliqué, mais en gros, Spotify aujourd'hui ne peut pas vendre les... Enfin, si, ils peuvent, bien sûr, mais non, on n'est pas... donc c'était le premier projet qu'on a fait avec eux. Et en fait, eux, leur objectif... Parce qu'en fait, leur objectif, aux États-Unis, c'est une des raisons pour lesquelles ils le font. Oui, clairement. C'est qu'en fait, ils intègrent des studios de podcast. Spotify le font généralement pour deux raisons. La première, c'est parce qu'ils intègrent en fait des studios de podcast. Comme ça, c'est de l'argent publicitaire qu'ils n'ont pas besoin de ressortir et de redonner comme aux majors, aux maisons de disques, par exemple. Donc ça permet de contrôler toute la chaîne et de garder une partie de l'argent. Ensuite, en diversifiant leurs revenus, ça leur permet de mieux négocier avec les majors, parce qu'ils peuvent leur dire, tout l'argent ne vient pas uniquement de la musique, il vient aussi du podcast. Et puis la troisième raison, c'est qu'il y a une étude assez importante qui est sortie, qui a montré que les gens qui écoutaient du podcast et de la musique étaient ceux qui sont les plus susceptibles de prendre des abonnements payants sur Spotify. Donc ils savent qu'en proposant une offre comme le nuage des nouvelles écoutes en accès libre, et c'est pour ça qu'elle est en accès libre sur la plateforme, en fait ça leur sert à convertir des gens en Spotify payant de l'autre côté, ce qui est assez intéressant, quoi. Mais c'est vrai que leur objectif premier, là, en tout cas en France, je pense, je connais pas je suis pas dans leur réunion interne, mais c'est clairement de gagner des nouveaux abonnés. Et ensuite, il y a qui se profile, c'est évident, je pense pour 2021, la vente de leur programme en exclusivité. Mais donc ça, c'est un levier très intéressant pour les créateurs, parce que je sais que, en tout cas chez Spotify France, ils ont fait des deals avec des studios comme nous, mais aussi avec des indépendants qui étaient seuls, des auteurs qui sont seuls. Par exemple, Clémence Accart, qui a fait qui a le podcast Magma, elle a fait un podcast qui s'appelle Missive, et elle a produit seule, elle est productrice, autrice, mais elle est seule, quoi. Donc, et les chiffres d'écoute, quand on a accès à une plateforme comme Spotify, et j'imagine que comme c'est un gros budget, un gros cast, ils l'ont beaucoup mis en avant. Ouais. Vous avez accès aux données d'écoute ou pas ? Parce que par exemple sur Netflix, non. C'est vrai ? Non. Ah oui, ça c'est assez fou. Vous le faites avec Google Trends comme tout le monde, quoi, non ? Parce qu'en fait, par exemple, quand vous vendez un film sur Netflix, ils ne donnent pas aux producteurs. Alors Netflix, en fait, ils disent qu'ils ne le donnent pas, mais en fait, si vous parlez à plein de producteurs, les producteurs, souvent, ils le savent. C'est ça. Et de plus en plus, maintenant, c'est un peu ça, d'accord. Oui, mais ils ont ce que Netflix a bien voulu donner. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, mais ils vous donnent... Mais en fait, ils n'ont pas intérêt à nous le donner, parce que si ça cartonne, parce qu'en plus, là, ça se finit clairement sur un cliffhanger, pour la saison 2, s'ils savent que ça a fait je ne sais pas combien de millions d'écoutes, forcément, nous, on va demander très cher pour la saison 2. Donc, c'est le même mode un peu que Netflix, effectivement. Mais ce qui veut dire que vous n'avez pas accès non plus aux données. Vous ne savez pas qui l'écoute. Vous ne savez pas s'ils sont des femmes, des hommes, des jeunes. Si, on a quand même accès aux data. En fait, quand vous avez votre podcast sur Spotify, peu importe le nombre d'écoutes que vous faites, vous avez un accès à une interface qui s'appelle Spotify for Podcasters. Et vous avez quand même accès à des tranches d'âge, sexe, genre plutôt, ce qui est à répartition géographique, je ne sais plus. C'est comme Facebook for Business, Facebook et comme, Analytics et Google Analytics. C'est un peu comme ça, ouais. Ok. Donc ça, on a accès, ouais.
Vous, Lucie, à la RTB, vous avez quels moyens pour comprendre votre audience ? Donc, tu le dis, vous le faites en amont. Vous passez vos appels à projets en fonction des publics que vous voulez toucher. Et une fois que vous lancez vos podcasts, quelle mécanique vous mettez en place pour mieux comprendre qui les consomme ? Ça, c'est les réseaux sociaux avant tout. Enfin, Vous utilisez en fait les réseaux sociaux ? De toute façon, la visibilité du podcast ne passe que par là. Je veux dire, évidemment qu'il y a de l'éditorial en radio, à l'antenne, etc., sur les sites et tout ça, mais le dialogue se fait sur les réseaux sociaux, c'est vraiment le nerf de la guerre. Voilà, maintenant, c'est intéressant de savoir que vous n'avez pas de chiffres de Spotify. Si j'avais pu dire ça. Ouais, ça c'est, ouais. Enfin, oui, vous les avez comme les producteurs de cinéma Maison, quoi. Et après, ça c'est peut-être qu'en termes pour parler de diffusion, on est producteur et diffuseur avant tout. Justement, ces plateformes, c'est le nerf de la guerre pour nous, mais c'est la même façon que YouTube a un peu chamboulé la donne pour les diffuseurs traditionnels. Les nouvelles plateformes de diffusion de podcasts, c'est la même chose. Justement, quand Magellan est arrivé sur le marché, le Radio France et les diffuseurs publics de manière générale ont retiré leur flux RSS parce que, en gros, Magellan, ce qu'il a fait, il a été très malin. Ils ont été très malins, ils ont agrégé tous les flux RSS libres. C'est comme le but d'un flux RSS, c'est d'être agrégé quelque part. Sauf qu'ils ont fait ça dans une application qu'il faut télécharger, où on peut s'abonner, etc. Déjà, on doit donner ses données personnelles avant d'accéder à un contenu qui est par ailleurs accessible librement ailleurs. Et c'est un produit d'appel qui vous emmène vers une offre payante qui, elle, est composée d'exclusivité. Donc il y a eu une lettre ouverte en fait, qui a été écrite par 150 auteurs, producteurs de contenu, qui trouvaient un peu compliqué de voir des œuvres qui sont faites pour être librement accessibles servir de produit d'appel pour une offre payante. Et ça a provoqué un débat qui était extrêmement intéressant. Sur Magellan, notamment. Sur Magellan, et ouais. du coup, Radio France a retiré tous ces contenus et de Magellan. tous les opérateurs publics, en fait. C'est ça. De Magellan, mais pour le coup, Radio France a aussi retiré ses contenus de Google. Je veux dire, oui, c'est vrai. C'est non référencé, c'est complètement aberrant. Je veux dire, ils ont rajouté un code dans le flux RSS, genre vous n'allez pas sur Google, quoi. Parce que Google Podcast, c'est vraiment un système qui agrège tout ce qu'ils trouvent comme code HTML d'un flux RSS, voilà. Sachant qu'aujourd'hui, les podcasts sont aussi référencés tout simplement sur Google. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Et on peut rajouter dans son code, non, je ne veux pas être référencé dans Google, en gros, c'est ça. Okay. Mais c'est un réel enjeu. Parce qu'aujourd'hui, après, ça dépasse le cadre du financement, mais c'est que à la base, le podcast, on l'a dit, c'est un flux RSS. Tu parlais de le tout petit, moi je le fais écouter à mes filles, alors elles ne sont pas connectées, elles ont 4 et 7 ans, je télécharge le flux RSS, je télécharge le MP3, et tout est en accès libre. À partir du moment où on confie son contenu à Spotify ou à Google Podcast, il est là, on a accès aux statistiques, et si on est OK avec la philosophie, tant mieux, c'est une plateforme qui est hyper conséquente, mais on ne sait plus le télécharger. Donc c'est un contenu qui n'est plus public et qui n'est plus partageable. Et ça, c'est une question de philosophie, en fait, probablement des auteurs et des producteurs. Ce qui va se passer, du coup, c'est est-ce qu'on vit une transition, en fait, qui va vers du flux RSS vers le flux privé, entre guillemets, et pourquoi pas, en fait, c'est-à-dire des podcasts originaux qui ne seront plus disponibles que si vous êtes abonné Spotify, abonné Sibel, abonné Magellan, ou juste consommateur du service public, en fait. Ou est-ce que vous pensez qu'on va être dans un schéma où, encore pendant assez longtemps, tous ces modèles économiques, et donc tous ces accès, puisqu'en fait le modèle économique est très lié à la capacité d'accéder ou pas à l'œuvre, vont cohabiter encore ensemble? Et puis c'est peut-être ma dernière question avant de prendre des questions du public. Je crois que ça va cohabiter, mais on part... c'est la force de Spotify ou de Google Podcast, c'est que ce sont des monstres. Et même moi aujourd'hui, à la fois j'aimerais bien que ça reste libre dans un monde idéal où tout le monde a accès au podcast, mais mon premier réflexe quand je cherche un podcast, c'est d'aller sur Spotify. Et donc oui, je pense que ça va être agrégé à terme vers les grosses plateformes. C'est Apple et Google et Spotify qui vont décider en réalité, parce qu'aujourd'hui Apple ne fait rien alors que c'est la majorité des écoutes, en tout cas pour nous. Ouais. C'est 60% à peu près des écoutes. Oui, à peu près, ça dépend des émissions. Mais c'est marrant parce que tu n'as pas dit Magellan ni Sibel. Hein. Ça pèse rien. Enfin, objectivement. Il n'est pas venu. Mais bon, oui, aujourd'hui, objectivement, ça pèse assez peu, j'imagine. Vous êtes toujours repris chez Magellan dans l'offre gratuite, on est sur Magellan et on a quelques programmes sur Sibel aussi, mais Sibel, elle prend que de la fiction et du documentaire, donc on a quelques documentaires. Et par ailleurs, Sibel, si je ne dis pas de bêtises, donc il y a une autre plateforme qui est pour l'instant pas encore payante, mais qui va passer payante à un moment
On ne sait pas très bien, il l'avait annoncé pour fin 2019 et on ne sait pas très bien à quel moment ça va passer, mais l'objectif est de le faire passer payant. Mais elle a une... À mon avis, elle a des meilleurs résultats, elle, que Magellan. Elle annonce des chiffres très importants. Ouais, mais on ne sait pas, en fait. Ouais. Mais Mais surtout, elle fait des contrats. Elle prend sur la plateforme uniquement lorsque elle a un accord avec l'ayant droit, alors que Magellan, lui, avait profité du fait que le flux RSS est un flux libre et a dit le flux RSS il est libre, je le prends, j'ai le droit de le mettre entre guillemets où je veux. Et Cybèle a un modèle un peu plus respectueux de l'auteur, où elle, enfin pas forcément plus respectueux, il est légal aussi de l'autre côté, mais un peu plus élégant. Il a été perçu comme plus respectueux en tout cas. Il est perçu comme plus respectueux. Et il y a une toute dernière plateforme aussi dont on n'a pas parlé, c'est les réseaux sociaux. Et donc c'est un point aussi, c'est qu'il y a beaucoup de podcasts qui sont écoutés sur Facebook en vidéo. Et donc YouTube ça passe, et YouTube, voilà, et donc YouTube, ça passe soit Facebook directement vidéo. via les propulseurs, Facebook vidéo. Aujourd'hui, il y a des plateformes comme Headliner qui permettent de proposer le podcast et d'en faire une petite vidéo avec un petit truc pour une subscription par mois. Je crois que c'est 15 euros ou 15 $ par mois. Et puis, sinon, la création d'audio. Et c'est vrai que tous les moi, je connais des créateurs de podcasts qui ne sont sur aucune plateforme audio. Et ne font que de l'audio, mais c'est en vidéo. Notamment YouTube. Kian Kojandi, je crois qu'il a un podcast que sur YouTube. Et du coup, en termes de financement, il va aller sur des pré-rolls YouTube. C'est YouTube qui va monétiser son espace. Après, moi, il y a juste un truc qu'on n'a pas dit, je trouve qui est important, c'est que, en tout cas, pour vraiment juste la publicité, je ne sais pas comment toi comment tu monétises ton espace, mais nous, on a vraiment à cœur de garder cette manière de faire, qui est que les publicités qui sont sur les podcasts natifs sont toujours dites par l'animateur du podcast. Okay. On refuse de mettre des spots radio, voilà. Et ça, c'est à la fois quelque chose qui nous permet d'aller sur des CPM très élevés, parce que quand je dis un CPM de 60 à 80, c'est ultra élevé pour... je veux dire, en comparaison, c'est 5 € un pré-roll sur YouTube. Oui, c'est dans l'univers digital, c'est le CPM le moins rentable de tous les CPM de l'humanité, quoi. Moins on rentable, gagne pas d'argent ça sur c'est YouTube, toi qui le dis, mais... Non, ça dépend si vous faites des très grosses audiences, oui, mais donc en gros, si vous utilisez YouTube comme plateforme de monétisation de votre contenu, que vous soyez un musicien, qui est un modèle que je connais un petit peu mieux, ou un YouTuber, vous ne pouvez pas compter sur la monétisation de YouTube pour gagner de l'argent. Non. Vous allez gagner entre 4 et 6 000 € pour 1 million de vues. C'est des montants qui sont dérisoires par rapport au volume de personnes que vous pouvez toucher, quoi. Ce qui explique la raison pour laquelle on le monétise différemment. On ne compte pas sur YouTube, mais on fait prononcer par le créateur, l'animateur, son propre truc. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est très anglo-saxon. Donc si on écoute un podcast américain, tous les Bill Simmons, tout ça, ils font tous la publicité eux-mêmes de leur contenu. Je crois que le podcast, c'est le seul objet culturel européen qui a accepté que le créateur fasse sa propre publicité. Tous les autres, les commentateurs sportifs américains, par exemple, font aussi ça. Jamais un commentateur sportif européen. Il y en a plein dans tous les autres domaines, pratiquement, ça existe aux États-Unis. Le seul qui l'a embrassé, c'est le podcast, j'ai l'impression. Parce qu'il y a peut-être que ça, c'est un bon point que j'avais pas forcément pensé, mais je pense que la différence entre la radio et le podcast, c'est que le podcast, on a vraiment l'impression qu'on s'adresse individuellement aux auditeurs, alors que la radio s'adresse à tous. Et en plus, le podcast, il y a beaucoup de journalistes qui se sont emparés de ce média, mais pas que. Et je pense que c'est un truc de journaliste aussi, d'indépendance journalistique très fort, de dire non, moi je ne fais pas de la publicité. Mais voilà, au début du podcast, si on avait des choses à dire, on avait en même temps cette formidable liberté éditoriale, on disait ce qu'on voulait dans un temps imparti qui était celui qu'on avait décidé. Voilà, la contrepartie, c'est de parler d'une marque. Mais encore une fois, nous, on travaille beaucoup nos messages pour que, justement, l'idée, c'est pas que le podcasteur, il fasse le catalogue on éditorialise ça, on essaie de raconter un truc. Et c'est des pubs qui sont, d'ailleurs, du coup, font entre 40 et 50 secondes parce qu'il faut le temps de raconter quelque chose. Mais c'est l'expérience de l'auditeur qui est très importante ici. Et c'est souvent, alors je ne sais pas exactement quel est le cas chez vous, mais on remarque que des régies justement de radio ont du mal à monétiser les replays de leurs émissions parce que c'est une autre logique d'écoute, c'est une autre cible en fait. On touche des personnes différentes. Ouais. Même sur un podcast natif de la RTB, on n'imaginerait pas trop
la personne qui a créé le podcast faire une publicité au début du programme, j'imagine. Surtout pour les documentaires. Ouais, ça serait un peu compliqué. Ok, donc pour vous, Anne par exemple aussi, tu vois toutes ces possibilités se stabiliser entre des modèles publics qui vont devenir de plus en plus solides. En France, ils n'existent pas encore. En Belgique, on a de la chance d'avoir de l'aide publique pour la création du podcast. Donc elles vont se consolider, se construire. Et puis de l'autre côté, des modèles privés qui vont cohabiter un peu les uns à côté des autres. Oui, je pense que nous, dans les sociétés d'auteurs, on est toujours le fonds, je dirais, financier, la manne des droits d'auteur est encore très articulée sur les médias traditionnels, donc c'est pas encore une économie, mais ce sont des secteurs. Ça fait longtemps que des négociations sont en cours, que on s'est battu pour l'adoption de la directive européenne sur le copyright, enfin toutes ces choses qui font que ça fait longtemps qu'on entrevoit que ces secteurs sont il y a un déplacement de la création. En termes d'ouverture des fonds et des politiques publiques, je pense au fonds Gulliver auquel on est associé avec la RTBF, je pense à tous les fonds de soutien. Alors c'est semi-public et privé public, les fonds de bourse d'écriture soutenus, mis en place par la SACD et la SCAM en France, qui sont des bourses parfois très importantes, de 4, 5, 6 000 euros de bourse d'écriture. Tout ça s'ouvre, je dirais, naturellement au podcast. Il y a toutes les formes d'exploitation. Ce qu'on peut dire, en Belgique, je crois qu'il y a des enjeux qui ont l'air un peu annexes, je dirais, à cette question du podcast, mais qui sont ceux du statut des artistes. Ça a l'air d'être un épiphénomène, mais c'est très important. Beaucoup de créateurs, surtout dans un espace économique limité, avec des fonds. Il y a d'autres moyens de protéger les créateurs que simplement le modèle économique du podcast propre, quoi. Voilà, donc le statut des artistes qui n'existe pas, qui est un chômage aménagé. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire là pour faire reconnaître des droits aux auteurs, aux créateurs. C'est une manière de les soutenir aussi. Je pense qu'effectivement, c'est une période de transition qui dure un peu, parce que ça fait longtemps qu'on est en négociation, mais le podcast est une des formes peut-être la plus souple qui permet de mettre en évidence les nouveaux acteurs sur ce terrain-là, sur le terrain de la création, quoi. Ce que dit Anne est hyper important, parce que tu as aujourd'hui, dans les podcasts, tu as un peu deux profils. Tu as les réalisateurs sonores, qui sont déjà habitués à faire des démarches à la SCCD, à la SCAM ou ailleurs. Et puis tu as tous les journalistes qui, eux, en général, ont soit eu un jour la bonne idée de s'affilier à la SAJ pour 50 € et rentrent leur déclaration, mais c'est tout. La SAJ ne s'occupe pas de podcasts, que je sache pour l'instant. Et donc c'est une grosse partie des créateurs de podcasts qui ne savent strictement pas comment fonctionne la SACD. Et donc à la fois ça ne va pas dans mon sens en tant que producteur, mais je trouve que c'est dans l'intérêt de tout le monde. C'est hyper important pour tous les auteurs, journalistes y compris, d'aller voir des sociétés de droits d'auteur et de pouvoir voir comment ça fonctionne. D'une part, parce que ça les rassure aussi. Je pense que c'est impressionnant pour la plupart d'entre eux qui arrivent avec une idée de podcast, ils sortent des études, où ils ont travaillé dans une rédaction, tout est encadré, et puis on parle de contrat d'option, on parle de contrat d'auteur. Oui, ça nécessite une compétence, quoi. Mais oui, et donc là, c'est quelque chose qu'une société de droits d'auteur peut fournir à un auteur, et journalistes y compris. Et la plupart ne connaissent pas du tout la SACD et la SCAM. Et juste une petite chose, parce que les sociétés d'auteurs ne sont pas... Alors, moi, je ne suis pas auteur, autrice, on a toute une équipe qui administre, mais ce sont vraiment des sociétés d'auteurs et d'autrices. Donc, les conseils d'administration, ce sont des auteurs et des autrices. Donc on est très proche, je dirais, de tous les nouveaux usages. Et on est en phase, je dirais, avec les besoins de financement, les besoins de lobby. Et donc c'est là aussi que se pensent un peu tous les enjeux qui concernent en fait toute la chaîne. Et quand les auteurs sont payés, je pense que toute la chaîne se porte bien, et les auditeurs aussi. Donc ce ne sont pas des intérêts qui sont opposés. Et c'est vrai que ce sont des lieux où il faut venir, il faut amener des débats, il faut adhérer, il faut faire évoluer aussi les sociétés d'auteurs, parce que elles sont assez souples, puisque elles sont faites de conseils d'administration, d'auteurs et d'autrices. Ok.
Lucie, pour finir, est-ce que toi qui as vu à la RTB un désengagement successif sur d'autres thèmes, les web-séries, d'autres comme ça, le podcast, ça te semble un investissement public qui est durable aussi, c'est un objet culturel qui va rester, qui va se consolider, qui va grandir encore? Tu vois, il y a un gros potentiel économique et public encore pour le podcast? J'espère. Ouais, ok. Je ne suis pas visionnaire, mais en tout cas, tant à l'externe, des équipes externes qu'en interne, il y a des grosses envies, plein d'idées, plein de motivations, mais il y a un grand changement, toujours en termes budgétaires aussi, à faire, parce qu'il n'y a rien à faire, c'est le linéaire maintenant qui tire la barque, on va dire. Donc, oui, je suis plutôt confiante. Je veux dire, on a gagné 100 000 € l'année dernière pour faire les appels à projets. Oui, c'est donc, pas mal. Et il y en aura en tout cette année? Il y en aura 4 4 cette année, oui. ouais, donc ce qui est déjà. Et on a fait un appel à projet avec Sarmac aussi l'année dernière, et les 2 projets vont être diffusés cette année aussi. Donc ça va faire beaucoup de diffusion cette année. Ok, voilà. Super, merci beaucoup. Je pense qu'on a couvert une bonne partie du sujet, à la fois l'importance en fait de bien considérer les gens qui font du podcast comme des auteurs et qu'ils rentrent dans cette grammaire de la protection du droit d'auteur qui est fondamentale quand on travaille dans les industries créatives. Et puis ensuite, en fait, une pluralité de modèles économiques qui s'offrent à vous, créateurs, peut-être à la fois grâce aux pouvoirs publics qui sont emparés des questions, à des producteurs nouveaux et des producteurs plus établis qui ont eu le temps de tester des modèles économiques, qui ont la capacité d'aller chercher des plateformes, qui ont la capacité d'aller chercher des marques pour pouvoir financer. Et c'est une bonne nouvelle que ces possibilités de financement arrivent aujourd'hui en Belgique. Merci beaucoup à nos invités et peut-être que vous avez des questions à poser. Il y a un micro qui passe dans la salle et il y a une personne tout au fond qui a levé la main à la première. Et alors, comme on a débordé un peu, on ne pourra pas en prendre beaucoup, malheureusement. Ouais. Ah, il y a encore un peu de temps? 10 minutes, si, ça va, en fait. Alors, allez-y. Oui, moi j'avais une question, en fait, parce qu'on a parlé des plateformes et des financements par des gros acteurs de ce type-là, ou la publicité. Mais est-ce qu'il existe ce qu'on appelle du financement participatif éthique? C'est-à-dire, est-ce qu'il existe des possibilités d'abonnement, vu qu'on parlait de nouveaux médias, et donc d'avoir, je ne sais pas moi, un dérivé du crowdfunding, mais des gens qui s'abonnent, avoir des diffuseurs en fait de podcasts avec des abonnés? Nous, on gère KissKissBankBank, donc je peux répondre. Je vais plus modérer là. Oui, en fait, ça existe et c'est un modèle qui est important. Les États-Unis, ils étaient précurseurs avec tous les modèles de crowdfunding par dons réguliers. Donc Patreon, par exemple, que vous pouvez utiliser aussi ici. Il y en a d'autres. Patreon, c'est le plus gros aux États-Unis et qui permettent de donner 1 € par mois ou 5 € par mois, mais de manière régulière, et de plus fonctionner uniquement par projet. Et le podcast, il avait cette difficulté, c'était que ça colle pas bien au crowdfunding traditionnel type KissKiss parce que c'est un projet, alors qu'un auteur, il a besoin d'être soutenu régulièrement. Mais aux États-Unis, par exemple, Patreon, c'est objectivement une source hyper identifiée du podcast. En France, en Belgique, c'est moins fort, mais c'est tout à fait on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est clair que c'est une hypothèse que vous pouvez tout à fait creuser. Elle existe et il y a des auteurs qui vivent pas bien, mais qui vivent Après, grâce à ça. Ça prend énormément de temps, le crowdfunding. Ouais. Et quand tu peux... Enfin, nous, notre philosophie, c'est plutôt de ne pas faire payer les auditeurs et plutôt de faire payer les marques quand c'est possible. Mais pour développer ton audience au début, je pense. Au tout début, et d'ailleurs, Nouvelles Écoutes, ils ont fait un KissKissBankBank au tout début pour qui avait lancer... été un carton en plus. Ouais. C'était une des plus grosses campagnes de KissKiss. Pour se lancer, c'est bien. Ouais. C'était une campagne qui avait super bien marché au début. On l'a prise comme exemple souvent et ça avait bien marché. Mais elles avaient déjà des profils qui permettaient de faire des campagnes de manière hyper efficace. Donc après, il y a des pistes de pouvoir se lancer comme créateur indépendant sans passer par un studio comme le mien et de pouvoir monter des équipes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle uniquement de créateurs, mais on va se mettre avec un graphiste ou un illustrateur ou avec quelqu'un qui fait de la com et monter un projet à 3 et lancer en fait son propre média. Et donc là, on peut passer par des plateformes de crowdfunding, mais parce qu'il y a tout ce travail qui prend plein de temps de faire connaître son projet, de le développer et et de rendre aussi à ceux qui ont investi dedans. Oui. Je crois qu'il y a un micro qui file vers toi.
Merci. Moi, j'ai une question, c'est surtout pour le cas de Nouvelles Écoutes. Comme vous l'avez expliqué, c'est quand même un studio qui a des positions très militantes et très fortes. Du coup, je me demandais comment se passe le choix des annonceurs. Est-ce que vous avez des fois été un petit peu tiraillé sur le choix de certains annonceurs? Est-ce que vous fixez des limites? Est-ce que vous avez une sorte de charte éthique ou je sais pas, certaines marques avec lesquelles vous êtes sûr que vous n'allez pas travailler, et si oui, pourquoi? Et peut-être aussi pour Lambermont 140, je ne sais pas si c'est aussi le cas en termes d'annonceurs. Est-ce que vous avez aussi une espèce de grille d'évaluation ou des limites que vous fixez en termes d'annonceurs? Oui, je vais répondre vite, comme ça après tu peux répondre à ton aise. Le Lambermont 140, en fait, l'endroit même est basé sur l'économie circulaire. Donc les cloisons viennent du World Trade Center qui a été démonté, tout et du coup ça limite, ça rentre dans notre ADN de faire en sorte qu'on ne travaille qu'avec des gens qui rentrent dans nos valeurs éthiques et sociales. Nous c'est un peu pareil, même si on doit un petit peu élargir. En tout cas, on refuse toute marque qui est problématique. Soit les dirigeants ont eu un peu des propos problématiques ou ils ont comme Guerlain. Alors Guerlain, on a eu un commentaire sur les réseaux sociaux, effectivement. Après, c'était le fondateur c'était Monsieur Guerlain, il y a des années et des années. C'est peut-être... donc on a quand même dit OK. Mais sans Guerlain, sincèrement, ils nous ont pris 3 campagnes. Ça aurait été compliqué de créer Intime et Politique, par exemple, que tu as peut-être vu passer, ou d'autres choses bien plus militants. Donc... il y a Guerlain, clairement. Après, nous, on fait en tout cas ce check déjà. Ensuite, on ne prend que des marques qui ont quand même un lien ou avec lequel on peut faire un lien avec soit le podcasteur, soit le contenu du podcast. Et puis, moi, j'ai des podcasteurs qui me disent non, tout simplement. Ils ont un droit de veto? Bien sûr. L'auteur a un droit de veto sur la marque que tu peux lui... Ouais. Ok, vous n'avez pas... Ok. C'est une bonne... C'est une bonne sécurité déjà. Ouais, ici, et puis après, le garçon, et puis après. Bonjour, je travaille dans l'humour, je suis auteur dans l'humour, je me demandais justement, parce que vous avez mentionné les documentaires, les interviews et la fiction, c'est quoi la demande pour l'humour en fait dans le podcast? La quoi? L'humour. Mais c'est quoi la demande? La demande, putain merde, je suis désolé, j'arrive pas à m'exprimer. La demande pour l'humour. Est-ce qu'il y a une offre? Parce que il y a beaucoup de l'humour est super surprésent sur YouTube. Est-ce que le podcast est un bon endroit pour l'humour? C'est ça? Ouais, surtout quelle est la demande en fait, genre, si vous êtes à la recherche de podcasts d'humour. Au niveau de la RTBF particulièrement? Pardon, la question s'adresse à tout le monde et à l'industrie du podcast en général. La RTB par exemple, est-ce que vous rigolez un peu là-bas? Pas trop. On rigole pas trop. Si on rigole un peu. Ouais, on rigole. Mais en fait, tout dépend c'est hyper large ta question, ça tout dépend de je sais pas, de ce que tu t'es tout seul, tout dépend de ce que tu veux raconter comme histoire, tout dépend de... Je veux dire, moi, je m'occupe de tout ce qui est documentaire. Il y a des podcasts en fiction. Maintenant, il y a peut-être des envies en divertissement chez nous. Ça, je sais pas vraiment dire. Maintenant, rien ne m'empêche de monter un projet, de l'envoyer et de voir s'il y a une demande. Sur les 4 projets de cette année, tu aurais pu avoir un projet humour. Sur le foot, par exemple, tu aurais pu avoir un truc drôle. Oui, tout à fait. J'aurais pu avoir un truc drôle, effectivement. C'est pas impossible de faire de l'humour. L'appel à projet qu'on va faire avec Pure, peut-être qu'on va décider, tiens, on veut que de l'humour. Mais l'humour, c'est large. Donc, moi, je pense qu'il y a un boulevard. Ah ouais? Ouais. Parce que tu as des podcasts comme Floodcast, Radio Sex aussi, je crois que c'est arrêté il n'y a pas longtemps, mais c'était... Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Et après, le podcast, c'est vraiment un marché de l'offre. Donc, faut le créer. Ouais, c'est ça, faut créer l'offre, enfin, faut créer l'envie, quoi. Mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, pas encore beaucoup. Et après, c'est dur de faire des contenus de qualité sur ce créneau-là. Sans le support visuel, c'est pas facile. En tout cas, c'est souvent plutôt des gens autour de la table qui débattent, qui reçoivent des humoristes. Ou en cinéma, il y a 2 heures de perdu. 2 heures de perdu, ça marche bien. Qui est un podcast qui est pas très loin d'un podcast humoristique sur le cinéma et qui est plutôt la déconne, quoi, et qui fonctionne très bien, par exemple. Ou 5 heures cinéma aussi. Ouais, c'est vrai. Ok, je sais pas si ça répond à ta question. Merci, ouais, tout à fait.
Alors, il y avait une question ici. Alors, une remarque, puis une question pratique. La remarque va vers la SCAM. Moi, je suis documentariste depuis longtemps, audiovisuel. Et les efforts faits sur la plage du travail, là, je parle de l'audiovisuel, de pré-prod, quoi, de recherche, d'écriture et tout ce qui est pré-production, avant tournage, c'est très rarement rémunéré, c'est très rarement préservé, et la précarité des auteurs est de plus en plus grande. Moi, ça fait quand même 20 ans que je travaille dans le métier, et c'est franchement terrible à l'heure actuelle. Et je sais que vous avez quelques bourses d'écriture, mais il faut aussi toujours ajouter qu'elles sont peu nombreuses, c'est très catégorisé, et que, je ne sais pas pour le podcast, mais en tout cas pour l'audiovisuel, quand même, le travail de l'auteur est quand même pas tellement protégé, en tout cas en amont. Ensuite, au niveau de YouTube, c'est aussi un grand problème, parce que YouTube, qui est un receleur de films professionnel, n'a jamais été amené à payer aucun droit d'auteur sur les films qui ont été faits, même pour la télé publique. Donc ça, c'est aussi un problème, et qui peut devenir aussi un problème pour les podcasts ou les productions en podcast plus tard. Je suis désolée d'être un petit peu acrimonieuse, mais bon. Non, mais ensuite, au niveau mais c'est pour ça, et ma question est la suivante, et elle est liée à ça. Quelqu'un qui veut développer un podcast aujourd'hui, et qui a du travail d'écriture et de recherche à faire, est-ce que c'est payé ou pas? Si, par exemple, il y a une plateforme qui l'accepte, est-ce que ce travail sera rémunéré? Et comment est-ce que vous budgétisez le salaire du réalisateur ou du présentateur dans les podcasts, par exemple? Parce que là, on n'a pas parlé de budget. Je vais peut-être répondre par rapport à la phase d'écriture. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un des combats de la SACD et de la SCAM de toujours défendre cette phase d'écriture, de recommander que les contrats et que les économies en tiennent compte. Donc, c'est un combat qui est compliqué parce que c'est toujours là. Voilà, les auteurs ont envie de voir leurs œuvres réalisées. C'est toujours la pression est maximale, évidemment, pour abandonner ce poste-là entre la satisfaction de voir son film, son œuvre éditée, diffusée et produite. Voilà, donc c'est la question des producteurs. Donc nous, on recommande aux auteurs on les aide à négocier leurs contrats. On fait des observations sur les contrats. Voilà, parfois, ceci dit, ce sont des rapports de force où l'auteur souvent cède parce que la volonté de voir une œuvre créée est plus forte que celle de refuser un contrat ou des conditions qui ne sont pas acceptables. Alors, par rapport aux bourses d'écriture, c'est pas quelques bourses d'écriture. Bon, il y a une demande énorme et donc parfois des mois de traitement, mais la bourse Brouillon d'un rêve, par exemple, de la SCAM, là, ça s'adresse aux documentaires, tout autant dans l'audiovisuel que dans le sonore, et ça inclut le podcast, donc ça c'est quand même important de le dire. Maintenant on parle de documentaire, donc évidemment c'est pas tous les types de podcasts. Là pour Brouillon d'un rêve c'est le documentaire, ce sont des bourses donc entre 4 et 6 000 euros. Voilà, c'est sur dossier, donc c'est vraiment des comités de sélection qui sont mis en place. Il faut attendre beaucoup de temps parce qu'il y a énormément de demandes, mais c'est traité de manière très humaine, avec des jurys qui sont renouvelés très régulièrement. Donc voilà, ça existe. En fiction, c'est la même chose. Il y a une ouverture de tous les fonds de soutien que la SACD, donc, puisque c'est la SACD qui s'occupe de fiction, a créé et le podcast entre, je dirais, naturellement dans tout ce qui est sonore, en fait. Maintenant, effectivement, la défense de la rémunération de l'auteur, c'est pour ça que je parlais aussi de cette question du statut d'artiste en Belgique, les fonds d'écriture qui n'existent pas dans toutes les catégories d'œuvres. Si on devait plaider pour quelque chose, c'est de refinancer la culture et de faire en sorte que tous les secteurs disposent d'aide à l'écriture. C'est vraiment l'enjeu. On défend systématiquement cette question-là. Voilà. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est extrêmement difficile. La France vient de publier un rapport qui a beaucoup fait parler, qui s'appelle le rapport Racine, qui est sur la protection des auteurs,
qui est hyper important. Et puis l'Union européenne a beaucoup travaillé sur la directive copyright. C'est le grand sujet aujourd'hui, c'est comment redistribuer une partie de la valeur ajoutée de la chaîne qui est captée par les plateformes vers les auteurs. Voilà, et nous on a fait aussi un rapport il y a quelques années en documentaire, et le titre de ce rapport c'était un métier de nanti, puisqu'en fait, voilà, si on veut faire du documentaire en Belgique, il faut avoir de l'argent déjà voilà, pour le faire, parce que c'est une profession extrêmement précaire. Oui, mais tu tu l'as dit à demi-mot, typiquement sur le podcast, en disant que le podcast aujourd'hui était une œuvre culturelle qui était axée sur celle des CSP+. Mais après, si tu posais la question, est-ce qu'on le prévoit dans les budgets? Bien sûr qu'on prévoit l'écriture dans les budgets. Le producteur, en général, la part du producteur, elle est traditionnellement de 10%. Donc moi, j'ai tout intérêt à avoir un podcast qui coûte 1 million d'euros. Ça veut dire que je gagne plus d'argent. Mais dans les faits, ce ne sera probablement pas le cas. Et donc, on établit les budgets. On part avec, en fonction des endroits où on va les présenter, on va aussi adapter le budget en fonction. Mais surtout, on part sur un budget qui est rêvé, où on a des salaires et des prix qui sont ceux du secteur bien, et puis après, en fonction des endroits où on va réussir à avoir de l'argent ou pas, on va réduire le budget, et puis à un moment on se posera la question, est-ce qu'on avance sur le podcast même si on a récolté 30% de ce qu'on voulait ou pas, et ça c'est une décision, je pense, qui vient de l'auteur. Après, on est en Belgique où on s'appuie, parce que moi je jette mais vraiment pas du tout la pierre à la SACD, on est dans un milieu où aujourd'hui n'importe qui peut faire du podcast avec un outil qu'il a dans sa poche. On va chercher un micro de chez Zoom, ça se branche. On a des capsules stéréo qui sont sympas, et donc on peut faire n'importe qui aujourd'hui qui a peut-être produire du podcast. Donc on a un afflux de créateurs qui est hyper important. Et à côté de ça, on a des plateformes de diffusion qui sont tout à fait en train d'être changées. Et donc pour la SACD SCAM, pour Screen Brussels, pour tous les organismes de financement ou de production, c'est un mishmash pas possible. Et donc là, il y a un vrai travail ici en Belgique de sensibilisation auquel moi j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice, je pense que je ne suis pas le seul, mais où il va falloir faire évoluer les mentalités pour faire financer le podcast et la création sonore, et pas que pour les auteurs, aussi pour les journalistes, parce que là c'est encore pire, hein, si on parle des journalistes, j'en connais qui travaillent gratuitement, qui sortent pour un journaliste aujourd'hui financer un projet, je l'ai dit tout à l'heure, la seule piste, le fonds pour le journalisme, c'est 5 à 15 000 euros si on a de la chance, et c'est tout. Voilà. Ok, donc une note bien joyeuse pour terminer cette discussion. Super. Mais le futur est... Donc, le bar est à côté. Ok. Pardon ? Chez Nouvelles Écoutes, les auteurs sont payés, oui. Oui, oui, tout le monde est rémunéré pour son travail. Ça se passe comment ? Sincèrement, c'est pas du tout mon métier. Mais si on part avec un auteur, on rémunère son travail de développement. Donc notamment sur le nuage, il y a eu évidemment une rémunération pour... à partir du moment où on s'engage sur un projet, c'est qu'on a les moyens d'aider les auteurs à écrire, quoi. Enfin, mais on n'a pas encore beaucoup de projets. La RTBF donne des enveloppes de développement aussi pour les documentaires, je voulais juste le dire, mais voilà. C'est vrai que les appels à projets, pour le coup, c'est vraiment... je sais que Audible, et on parlait enfin, Spotify n'a pas fait officiellement d'appel à projets, mais Audible et Paradiso, qui est un autre... là, on en lancé sur la science-fiction, je crois. Mais c'est un très bon... En fait, on peut considérer que cette question va être idéalement adressée et que normalement il y aura de plus en plus de bourses d'écriture à mesure que les modèles économiques vont se diversifier, vont se professionnaliser. Et désolé, mais il est 18h30. On va finir. On va parler de salaire au bar, c'est mieux. Merci beaucoup à nos invités et à tout le temps.